Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de 237. Le débat, c'est uniquement sur Equinox Télévision. Qu'est-ce que le Cameroun doit espérer de ses intellectuels? Pour répondre à cette question, il convient naturellement de s'interroger sur les intellectuels camerounais avant d'envisager leur apport pour leur patrie. Nos intellectuels sont-ils à la hauteur et qu'attendre d'eux en fin de compte? Trois invités nous font l'honneur de débattre de cette question avec nous ce soir. Il s'agit notamment du professeur Hubert Mononjana. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Dizagwa, merci pour l'invitation. Voilà, je rappelle que vous êtes philosophe, ancien responsable du chef du département de philosophie à l'université de Yaoundé 1. Et puis vous êtes surtout connu aussi comme un auteur prolixe, puisque vous avez écrit, à mon avis, je pense, une bonne vingtaine d'ouvrages à l'heure qu'il est. Et avec ici avec nous ce soir quelques-uns de ces ouvrages, dont le dernier, l'Alpha et l'Oméga, Paul Biya, ou la persistance d'une vision, c'est aux éditions du Carrefour. Voilà, c'est l'un de vos derniers ouvrages. Je rappelle aussi qu'il y a quelques-uns qui ont notamment défrayé la chronique, pour ainsi dire, un panorama de la philosophie camerounaise, que vous avez aussi publié il y a quelques années déjà, effectivement, chez l'Harmattan. On a beaucoup suivi votre actualité, notamment sur la question politique. Vous avez écrit Le mensonge en politique, qui est un opuscule qui a aussi fait beaucoup de bruit, Hubert Mononjana, et naturellement, entre autres, la révolution et création, et c'est sur la philosophie du Duce. Alors, je rappelle que vous avez soutenu un doctorat en Corée du Nord. Doctorat d'État en Corée du Nord. Le troisième cycle avait été soutenu en France. Ah, voilà. Quand même, il est toujours bon. Cela a quand même fait du bruit, professeur Gamononjana. Oui, ça a fait du bruit parce qu'on m'appelait docteur coréen. Oui. En reprochant dans cette appellation d'avoir fait cette thèse en Corée. Pendant que d'autres la font aux États-Unis, en France, en Italie, au Danemark. Mais la mienne, je l'ai faite en Corée. Et j'attire l'attention pour dire que le Cameroun est en train de chercher ce moment la coopération avec la Corée. Coopération que moi j'avais déjà établie il y a 30 ans avec la Corée du Nord. Et vous rappelez aussi que Donald Trump... oui, Donald Trump aujourd'hui cherche la reconnaissance par le jeune Kim Sung-ok. Alors, que ça veut dire que j'avais une petite dose d'avance. Oui. Par rapport au contemporain. Sur cette question-là. Merci, professeur Hubert Mononjana, d'être avec nous ce soir. C'est la coopération sud-sud. Oui. Voilà, d'être avec nous ce soir sur ce plateau de 237, le débat. Alors, également présent ce soir sur ce plateau, le professeur Ambroise Combe. Bonsoir, professeur Ambroise Combe. Bonsoir, monsieur Guizoko, et merci de m'avoir invité une fois de plus. Voilà, vous êtes également l'un de nos écrivains les plus attitrés, on va dire ainsi, spécialiste de la littérature africaine. Vous avez enseigné un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, à l'université Yaoundé 1. Oui, un peu partout, c'est trop dire. Oui. C'est une aventure professionnelle qui m'a amené aux États-Unis, au Canada, au Maroc. Au Cameroun, puis aux États-Unis encore. Ah, voilà. Mais en fait, on retourne toujours au point de départ, voilà. Qui est le Cameroun. Voilà, c'est ça, c'est ce qui compte le plus. Absolument. Pour moi. Voilà. Là, mais il faut quand même rappeler que vous avez été aussi l'un des promoteurs de l'université des montagnes au Cameroun. Oui, on peut en parler, mais je ne pense pas que ce soit l'objet du débat de ce soir. Oui, pas du tout. Mais c'est une université qui a fini par prendre pied, et puis malgré quelques difficultés, on sait quelle a été votre contribution dans ce projet. Oui, bon, voilà. Si vous le dites, je suis obligé de vous croire. Oui, j'ai apporté ma petite contribution, qu'elle soit reconnue ou pas. Mais en fait, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui. Voilà. D'accord. Merci pour ça, Ambroise. Comme je rappelle que vous aussi, vous êtes un écrivain très prolixe. On a quelques-uns de vos ouvrages ici ce soir, quelques-uns seulement. La malédiction francophone, c'est un titre très fort. Et là, vous avez La malédiction francophone aux éditions Clés. Ici au Cameroun, cela va faire quelques années. Vous avez pour tout
pour solde de tout compte, hein, Allah, c'est quelques règlements de compte avec l'Université des montagnes. Pas du tout. Pas du tout. S'il y a un règlement de compte, j'y règle mon propre compte. Ah, voilà. Je ne règle le compte de personne d'autre. Ah, voilà. On a également le devoir d'indignation éthique et esthétique de la dissidence chez Présence africaine. Bon, voilà, je crois que si vous m'avez invité ici ce soir, c'est pour mon indignation. Absolument. Je suis un indigné. Vous êtes un indigné. Voilà. Et ça, je revendique. D'accord. Je revendique mon indignation. Oui. Par rapport à ce qui se passe, le mouvement des indignés qu'on a vu prendre racine en Espagne et qui s'est beaucoup répandu dans le monde. Et enfin, un autre de vos ouvrages. Ça, c'est un collectif sur Eboussi Boulaga qui vient de nous quitter. Absolument. Fabien Eboussi Boulaga, l'audace de penser, toujours chez Présence africaine. Et effectivement, comme vous le rappelez, le professeur Fabien Eboussi Boulaga qui nous a quittés il y a quelques mois. Et c'est un hommage qui lui est rendu ici dans cette C'est un hommage que j'avais décidé de lui rendre longtemps avant, bien sûr avant sa disparition, parce que pour moi, Fabien Eboussi Boulaga, vous parlez d'intellectuel, est un modèle d'intellectuel africain, d'intellectuel camerounais, d'intellectuel tout court. Et s'il y a quelqu'un qui a balisé le terrain, c'est bien pour moi, je dis bien pour moi, c'est Fabien Eboussi Boulaga, entre autres. Voilà. Merci, professeur Ambroise Combe, d'être venu sur le plateau d'Equinox Télévision ce soir. Alors, avec nous, enfin, ce soir, le professeur Cécile Dolissane. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on dit Dolissane ou on dit Dolissane? On dit comme vous voulez. Voilà. Vous pouvez dire Dolissane. Voilà, parce que si on en bon bantou pour rester dans l'air sawa. Oui. Voilà, Dolissane. Oui. Voilà. Et là, donc bonsoir professeur Cécile Dolissane. Oui. Vous êtes également spécialiste de la littérature négro-africaine. Vous êtes Afrique Caraïbe, voilà. Vous êtes chef de département de littérature et civilisation africaine à l'université de Yaoundé 1. Oui. Voilà. Mes travaux s'intéressent aux questions du genre, notamment aux questions de la violence textuelle et la violence sexuelle. Chez Calix Beyala. Chez Calix Beyala, chez Wereli King. Oui. Mais aussi chez bien d'autres afro-américains, comme des travaux autour de Rosa Parks, autour de Sojourner Truth, Harriet Tubman, et l'ensemble de toutes ces grandes figures invisibles et visibles du monde noir qui ont lutté pour l'émancipation des peuples noirs. Malheureusement, vous m'avez attrapé depuis le campus. Oui, tout à fait. Et donc, je n'ai pas pu aller à la maison pour apporter les ouvrages. Mais il suffit tout simplement de taper Cécile Dolissane et Bossé. Vous rentrez dans Google, vous avez tous ces travaux sur le panafricanisme féminin. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, merci, professeur Cécile Dolissane, d'être sur le plateau d'Equinox Télévision. Messieurs, parlons des intellectuels. Surtout que c'est pas toujours que vous invitez les femmes ici, hein. Tout à fait. C'est hautement machiste. Oh, monsieur, je crois que nous essayons aujourd'hui d'accorder une très grande importance à la question de la représentation des gens, notamment le genre féminin. Nous y veillons. Merci. Voilà, et c'est pour cela qu'on aura de plus en plus de femmes sur ce plateau. Merci. Je puis vous le dire. Alors, messieurs, à l'entame de ce débat, accordons-nous sur la définition d'abord de ce qu'on entend par intellectuel, le professeur Mononjana. Un intellectuel, c'est qui? Que fait-il? Je vais vous faire une petite pique, si vous permettez. Tout à fait. L'intellectuel, c'est le manutentionnaire de la société, que tout le monde manipule à gauche, à droite, y compris les médias. C'est-à-dire, l'intellectuel vient intervenir ici, et il repart, il n'y a pas le moins de carburant, on ne passe pas à la caisse. Dans toutes les radios et télévisions du Cameroun, je dénonce ça. Absolument. J'en profite pour dénoncer. Comment voulez-vous que les intellectuels s'en sortent si vous les malmenez de cette façon? Bon, je ne veux pas citer les radios et les télévisions. Personne ne songe à valoriser la participation de l'intellectuel qui viennent quand même remplir vos pellicules. Les pellicules sont blanches et vous ne pouvez pas les diffuser blanches. Tout à fait. Il faut bien que des gens viennent y mettre un contenu, y mettre d'eux-mêmes pour que ça soit diffusé. Et ça fait partie des droits d'auteur. Les intellectuels n'ont rien dans le droit d'auteur auprès
de ceux qui utilisent les œuvres de ces intellectuels. Moi, je dénonce ça et j'en appelle à d'autres intellectuels pour qu'ils commencent à dénoncer parce qu'on ne peut pas se faire exploiter comme ça. Voilà. Parce que quand il y a une bonne émission, les publicités tombent à flot. Absolument. Et l'intellectuel repart toujours, on dit bye bye, merci beaucoup vraiment, merci beaucoup vraiment. Bon. Je comprends tout à fait votre préoccupation. Voilà la première définition de l'intellectuel. Je dois rappeler que vous avez été directeur général. Vous avez été directeur général de la Société civile de littérature, de droit de littérature. Oui, mais l'art dramatique. Voilà. Je n'ai pas eu le temps d'asseoir la valorisation des interventions radiodiffusées comme étant des œuvres à payer. Oui. Mais c'est bel et bien des œuvres à payer. Oui. Vous ne pouvez pas appeler le président Clinton aujourd'hui. Oui. Ou bien Obama Barack aujourd'hui, pour qu'il fasse une interview pour rien. Oui, ça c'est vrai. Là, vous payez des dollars. Je dois confesser qu'au Cameroun, nous avons encore du chemin à faire, puisqu'ailleurs, on sait très bien comment ça se passe. Lorsque vous êtes invité à délivrer votre savoir sur une chaîne de télévision, aussitôt après, on vous délivre un chèque. Cela se fait. Alors, peut-être c'est l'occasion pour nos promoteurs de tenir compte de cette réalité-là. Donc, première définition de l'intellectuel, celui qui travaille sans jamais être valorisé. Définition. Voilà. Bon, alors, maintenant, beaucoup plus... Pour les idées maintenant, pour les idées maintenant, ce qu'on appelle intellectuel, d'après l'expérience que j'en ai eue, c'est quelqu'un qui intervient au niveau des idées. D'abord, prenons la peine quand même de revenir sur le mot intellectuel et sur sa racine. Absolument. Ça vient du mot latin intelligere, qui veut dire comprendre. Et au supin, c'est-à-dire au participe passé, c'est intellectus. Celui qui est c'est quelque chose qui est compris. Intellectus, intellectum, intellecta. Et le mot français intellectuel désigne donc naturellement celui qui est dans le travail de la compréhension des choses. Soit que il comprend les rapports entre les choses. D'autres voient les choses au premier analytiquement. Il a vu une chose. D'autres voient les choses et établissent tout de suite la relation qu'il y a. Donc ils comprennent davantage la position des choses dans l'espace et dans le temps. Parce qu'il peut faire des liens de cause à effet. L'intellectuel est donc celui qui comprend et qui peut aussi faire comprendre aux autres. Mais il faut quand même que, d'après sa propre formation, il ait une certaine notoriété personnelle. On peut avoir un bon évangéliste qui acquiert par ses prestations, qui acquiert une notoriété. À partir de cette notoriété, il devient quelqu'un qu'on peut écouter. Il peut être un bon médecin qui a l'habitude d'intervenir sur les grandes questions de société. Mais tu as beau être un chirurgien, tu sais opérer les ventres des hommes et des femmes à la perfection. Mais si tu ne jettes pas ton regard sur la société, la marge de la société, tu n'es qu'un bon chirurgien, tu n'es qu'un bon technicien. Tu n'es pas un intellectuel. Tu n'es qu'un bon technicien. Il y a la notion d'espace public qui intervient sur l'intellectuel. Il faut avoir quand même une notoriété. Être un bon forgeron qui peut donc intervenir dans le village, sur les questions du village. Mais si tu n'es qu'un bon forgeron qui exécute les travaux en se faisant payer un point sur tout, il ne peut pas parler pour que les gens l'écoutent. Il faut donc sortir de son métier, où l'on a quand même excellé. Ensuite, vous vous occupez des questions de société, des questions qui concernent le destin des autres. Et pour vous prononcer là-dessus, et essayer de donner une direction que vous croyez bonne, même si vous pouvez avoir tort aussi. Et d'autres vous diront que vous avez tort, qui ont la même formation, qui ont la même notoriété. Donc, un bon écrivain qui sort de son domaine, Calix Béal, si elle n'écrivait que de bons romans, elle ne serait pas une intellectuelle. Mais Calix Béal intervient dans les affaires courantes. Elle intervient, au lieu de se contenter d'être... Il y en a beaucoup parmi nous qui sont de bons professeurs, de bons techniciens de la craie. Il est dans l'amphi, il n'y a pas deux comme lui. Il enseigne, mais il disparaît.
Mais il ne serait pas un intellectuel. Alors quand vous le dites, ça rappelle une formule, effectivement, au sujet de Sartre et de Raymond Aron à l'époque. Voilà. On disait, je préfère m'être trompé avec Jean-Paul Sartre. Quand vous parlez de notoriété, je préfère m'être trompé avec Jean-Paul Sartre plutôt que d'avoir raison avec Raymond Aron sur la question de la notoriété. Oui. Donc, les deux étaient des fonctionnaires en agrégation. Tout à fait. Tout à fait. Premier, et l'autre était second. Et donc, pour dire que la notoriété, effectivement, joue, puisqu'on voyait bien en Sartre, il y avait des gens qui suivaient absolument Sartre chaque fois qu'il avait pris position sur une question, même si Sartre pouvait se tromper pour rejoindre ce que vous dites. Mais il avait une voix qui compte. Absolument, comme la voix comptait. Voilà, merci professeur Hubert Mounondjana. Professeur Ambroise, comme... Oui, je crois que je suis en grande partie d'accord avec le collègue Mounondjana. Oui. D'abord sur son premier point, sur la clochardisation des intellectuels intervenant dans l'espace public, comme dans les radios, sur les plateaux de télévision. C'est peut-être pour cela, pour cette raison, que vous avez des gens qui passent beaucoup de leur temps à gesticuler sur les plateaux de télévision, dans les radios, pour être reconnus, parce que justement, ils sont clochardisés et au moins ils veulent au moins qu'on parle d'eux. Et même si la substance n'y est pas, au moins on parlera d'eux. Tandis que si le travail de l'intelligence, je ne dirais pas de l'intellectuel, parce que ce travail de l'intelligence était reconnu, valorisé et rémunéré correctement et en fonction de la substance, peut-être qu'on ne verrait pas tant d'imposteurs sur les plateaux de télévision et dans les radios et dans les journaux en train de s'exposer, de gesticuler. Et les gens applaudissent sans savoir tellement de quoi il est question. Voilà pour ce premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'un intellectuel? Je ne reviendrai pas sur les origines. Mais je dirais que dans notre pays, que Dieu m'en garde, le mot intellectuel est tellement galvaudé. Le mot intellectuel est passé, c'est comme aurait dit Méloné, ça a été briquetérisé. Parce qu'il suffit de savoir lire et écrire pour être intellectuel. Mais non, quand même. Ou encore d'être diplômé. Oui, j'y arrive. Pas forcément. Il ne s'agit pas d'être... C'est pas parce qu'on a un diplôme, fut-il d'université, qu'on est intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on est professeur, fut-il professeur d'université, qu'on est intellectuel. C'est ce que vient de dire le collègue Mounondjana. Il fait très bien son cours, c'est un excellent pédagogue, il donne très bien son cours, reconnu, applaudi par les étudiants, mais il disparaît. Il disparaît. C'est pas un intellectuel nécessairement. C'est un professeur, c'est un enseignant. Il joue son rôle, n'est-ce pas? Les gens ont des foultitudes de diplômes, mais ce n'est pas des intellectuels, n'est-ce pas? Pour être intellectuel, il faut revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Je parle de Sartre, Raymond Aron, ou remonter à l'affaire Dreyfus, n'est-ce pas? À l'affaire Dreyfus. Avec la prise de position d'Émile Zola. Qui est j'accuse. Et puis en ce moment-là, je voudrais préciser, sans aller très loin dans l'Antiquité gréco-latine, dans la littérature, dans l'histoire de France, je voudrais parler de notre pays, de ce qui se passe ici. Vous donner un exemple du rôle de l'intellectuel. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Qu'est-ce qu'on peut appeler intellectuel? Remarquez, dans les années 90 ici, nous avons une situation politique explosive. Quand on ne cite pas les contemporains, mais là je suis bien obligé de prononcer son nom. Quand le ministre Edouard Titus démissionne de son poste du gouvernement pour se porter candidat à la présidence. Edouard Titus, vous savez, avait posé des actes qui n'étaient pas nécessairement appréciés par des masses de gens, y compris par Mongo Betty, qui était là, installé dans sa bibliothèque et qui regardait la société camerounaise comme à travers une lucarne. Mais assez étonnamment, Mongo Betty organise
comité. Un comité, le COLICIT. Oui, comité de libération de Titus Edouard. Ça, vous étiez le trésorier. Voilà, et ça a créé pratiquement un tremblement de terre dans le milieu. Quand on dit, mais Mongo Betty est devenu fou. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Oui. Lui qui lutte contre la malfaisance, la malgouvernance, qui lutte contre... Il défend Titus. Il dit non, je ne défends pas l'homme. Titus Edouard. Je défends le citoyen Edouard. Les conditions dans lesquelles il a été arrêté, embastillé, tout cela n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Il faut le traiter, quel que soit ce qu'il a fait, comme un citoyen, en respectant ses droits. C'est ça. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec les actes posés par Titus dans son itinéraire au gouvernement, mais en tant qu'intellectuel, il n'a pas dit ça qu'en tant qu'intellectuel, mais c'est en tant qu'intellectuel qu'il prenait cette position-là. Je dois défendre, n'est-ce pas, le citoyen Titus. Il faut qu'il soit traité de telle manière que ses droits de citoyen soient correctement respectés. Voilà l'intellectuel. Voilà le rôle d'intellectuel. En ce moment-là, ce n'est plus Mongo Betty l'écrivain, ce n'est plus Mongo Betty ce n'est pas une prise de position politique. Ça n'a rien à voir. Parce que ça transcendait toutes les prises de position politique qu'il pouvait avoir. Beaucoup de gens se sont demandé ce qui lui arrivait. Mais il a même eu beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal à expliquer et à faire comprendre cela aux gens. C'est ça le rôle d'un intellectuel. C'est-à-dire que vous embrassez une cause parce que vous la savez juste et parce que c'est fondé sur une vérité incontestable. Voilà. Vous ne pouvez pas, personne ne peut contester le fait que vous défendiez un citoyen qui ses droits soient protégés, quel que soit ce qu'il a fait. Même un condamné à mort, n'est-ce pas? On doit le défendre. On doit respecter ses droits. Alors, on ne doit pas le traiter de n'importe quelle manière. On ne peut pas l'enfermer dans n'importe quelle condition. Vous voyez? Donc, je tenais à dire cela pour que nous comprenions très bien ce qu'est un intellectuel. Alors, professeur Cécile Dolisanet, alors, quand vous écoutez le professeur Ambroise Comme, il a pris une référence historique, on parlait des années 90. Est-ce qu'on retrouve encore cette essence-là aujourd'hui? Est-ce que les intellectuels camerounais, il en existe encore de cette trempe-là, prendre des positions comme celle-là? Est-ce qu'on les voit encore aujourd'hui dans le champ social? Oui, enfin, c'est aller vite en besogne que de dire, moi je suis une intellectuelle, donc je prends une distance critique et je me garde de faire des généralisations abusives. Absolument. Donc, il y a encore ce genre de personnes. Bon, est-ce que l'espace dans lequel ces personnes évoluent, est-ce que cet espace les amène aussi à s'affirmer? Parce qu'il y a des moments où on a bien envie de prendre des positions, mais parfois, nous n'avons pas tous les contours du problème. Le problème de l'intellectuel, c'est qu'il reste d'abord un homme froid devant la science, un homme objectif, qui commence d'abord par prêcher par ses propres comportements. C'est-à-dire que lorsque nous avons ingurgité ces éléments de la science, de l'esprit, de la distance critique, nous devons commencer par nous les appliquer à nous-mêmes. Donc, on ne peut pas s'aventurer à défendre des causes dont on ne maîtrise pas les contours, pour des raisons plus ou moins avouées. Vous savez, le même Sartre a parlé du garçon de café. Absolument. Et l'homme, dans sa duplicité, sait faire le garçon du café. Donc, est-ce que dans une néocolonie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est-ce que dans une colonie, on peut véritablement être objectif? Dans la mesure où, dans une néocolonie, on est téléguidé comme une marionnette. Absolument. Et nous avons le fameux débat qui nous insurge tous aujourd'hui, celui du franc CFA. Et au même moment, on nous dit que les gens de la BEAC, ils ont lancé un appel pour
je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais un appel pour ceux qui peuvent, ceux qui pourront aider, n'est-ce pas, à pouvoir faire, je ne sais pas, réfléchir sur la monnaie, ainsi de suite. Oui. Lorsqu'on veut prendre son destin en main, est-ce qu'on interpelle les autres pour pouvoir forger votre destin? Parce que la monnaie d'un peuple, c'est sa souveraineté. Absolument. Donc, les intellectuels doivent prendre donc là la relève pour dire, écoutez, on parle de notre nation, on parle de notre continent, dont nous devons faire quelque chose pour que nous ayons une souveraineté. Alors, là où je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut jamais parler d'une réflexion profondément intellectuelle dans un environnement où l'objectivité est sujet à caution. Dans un environnement où la médiocratie l'emporte sur tout ce qui est méritocratie. Oui. Donc, c'est extrêmement difficile. On peut le faire, mais il faut savoir qu'on tend vers le martyre. Ce qui n'est d'ailleurs pas mauvais, puisque Mongo Betty a été clair là-dessus, qu'il faut mieux, ce qui perturbe l'Afrique, c'est effectivement un leader charismatique, désintéressé, qui puisse suivre le destin de son peuple sans pouvoir se compromettre. Mais alors, il faut forcément peut-être avoir un supplément de courage aussi, l'intellectuel. Ça demande du courage. Tout à fait. Et puisque vous parlez de Mongo Betty, il rappelait justement les qualités d'Oumniobé, par exemple, dans Perpétue ou l'habitude du malheur. Il revenait sur ces caractéristiques de ce leader qui est effectivement désintéressé. Mais il y a aussi cette dimension de ce que l'intellectuel ne devrait pas forcément occuper une position pour qu'il soit libre. Et quand vous le dites aujourd'hui, on voit un peu qu'il y a une sorte de camisole de force peut-être qui est mise sur les intellectuels camerounais. Professeur Mononjana, vous avez été chef de département, vous avez également été à l'université, au RDPC. Vous avez été au RDPC et je sais combien de fois on vous a interpellé sur la question. Oui, je pense que l'environnement détermine l'engagement de l'intellectuel. Il y a aussi sa formation idéologique. Deux intellectuels qui ont une formation idéologique différente, disons même opposée, vont réagir comme les intellectuels, mais vous verrez des points de vue opposés. Donc l'intellectuel de gauche, devant une situation comme Sartre, ne peut pas réagir devant la même situation comme Aaron, qui est un intellectuel de droite. Absolument. Et l'on ne peut contester la qualité d'intellectuel ni à Aaron, ni à Sartre, parce que l'un serait de gauche et l'autre de droite. Donc il y a donc la formation de base, la structure qui a permis la formation d'un intellectuel. Donc, idéologiquement, tel intellectuel. Un intellectuel athée. Il faut bien qu'il en existe. Absolument, il y en a. Ne peut pas réagir comme un intellectuel croyant. Croyant, chrétien ou musulman et tout ça. Et parce que le croyant a quand même un absolu derrière lui, qui est Dieu. L'autre intellectuel athée a un autre absolu, qui n'est pas Dieu, qui est la science, qui est l'objectivité, qui est peut-être l'idéologie. Donc, voilà pourquoi des intellectuels. Voilà pourquoi des intellectuels peuvent être amenés à s'opposer. Ça ne veut pas dire que l'un est plus intellectuel que l'autre. Ici au Cameroun, vous avez vu dans les années 90 précisément que, comment rappeler là, on avait assisté à une théorie. Vous la rappelez sans doute aussi. La nécessaire distanciation de l'intellectuel par rapport au pouvoir. Vous comprenez bien? Absolument. La nécessaire, c'est-à-dire ça ne peut pas ne pas être. Donc la nécessaire distanciation de l'intellectuel par rapport au pouvoir. J'étais l'un de ceux qui avaient soulevé la contradiction, la grosse contradiction. Absolument. Parce que ces intellectuels qui se distançaient du pouvoir ne rêvaient qu'à arriver au pouvoir. Alors le problème de la grande contradiction est donc celle-ci. L'intellectuel qui met la distance dx
par rapport au pouvoir. Que deviendra-t-il quand il aura atteint ce pouvoir? Des zéros. Cessera-t-il d'être intellectuel? Alors donc, après cette théorisation, nous avons vécu la pratique d'un intellectuel qui a cherché à atteindre le pouvoir. Bon, est-ce que quand j'acquiers le pouvoir, j'enlève ma casquette d'intellectuel, on dit que je suis un homme de pouvoir? C'est là où on évolue vers le flou. L'intellectuel ne peut pas arriver jusqu'au bout, jusqu'au bout de sa pensée. C'est ça qui explique qu'aujourd'hui les intellectuels se battent, peut-être parce qu'ils ont des absolus différents. Et beaucoup d'intellectuels sont fourvoyés dans notre pays parce qu'ils n'avaient pas bien affiné la doctrine de l'intellectuel. Pour moi, l'intellectuel n'est pas celui qui est indifférent au pouvoir ou qui est seulement contradictoire par rapport au pouvoir. Parce qu'un intellectuel est celui qui peut également accompagner le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas avancer comme ça la vedette. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de tension, et il n'y a pas de tension, il n'existe pas forcément de tension entre l'intellectuel et le pouvoir. Non, pour moi, pour vous, non. Mais je pense que le professeur Ambroise, comme ne partage pas cet avis. Pas tout à fait. D'abord, je reviens à ce que ma collègue Cécile a dit tout à l'heure, quand elle a parlé de téléguidage, qu'on est des marionnettes. Absolument. Moi, je ne suis pas une marionnette. Je ne suis téléguidé par personne. J'estime, en toute honnêteté, que je peux revendiquer d'être un individu libre de tout pouvoir. J'estime. D'accord? Et donc, je peux penser ma société, penser la société africaine dans laquelle je vis, sans a priori. C'est pourquoi j'ai écrit la malédiction francophone. Absolument. J'aurais pu écrire la malédiction anglophone si nous étions... D'ailleurs, si vous lisez les articles récents que j'ai écrits sur la question anglophone, c'est la même chose. Je dis non, ce qui arrive dans les provinces, dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, n'est pas essentiellement la responsabilité des dirigeants. C'est aussi la responsabilité des individus, des citoyens du nord-ouest, des citoyens du sud-ouest. Parce qu'ils n'ont pas rempli leur mission de citoyens et d'intellectuels. Vous comprenez? Donc, sur ce plan-là, je crois qu'il faut que je me prononce. Je considère que je suis un individu totalement libre et que je peux penser librement et surtout que j'en assume des conséquences. Ok? Je paye le prix. Comme Mongo Biti a payé le prix, comme Fabien Boussi Boulaga a payé le prix, comme Tchinjara a payé le prix, comme Thomas Méloné, beaucoup d'autres ont payé le prix. C'est assumer, veut dire qu'on paye le prix. Ok, maintenant, par rapport au pouvoir, je suis d'accord avec le collègue Monojala qu'on ne saurait être un intellectuel de pouvoir et que l'intellectuel n'est pas nécessairement contre le pouvoir. Non, l'intellectuel peut assumer le pouvoir, il peut entrer dans le pouvoir, sauf que il entre dans le pouvoir avec des principes intellectuels, des principes, une éthique et avec des valeurs qu'il défend. Il a des principes et il a des valeurs. D'accord? Ce qui fait que, à un moment donné, s'il se rend compte que ces principes fondamentaux ne sont plus respectés par le pouvoir pour lequel il s'est engagé, s'il se rend compte que les valeurs essentielles qu'il était en train de défendre et qu'il croyait mettre au service du pouvoir, le pouvoir les foule aux pieds, il a le devoir de dénoncer et de dire, à ce moment-là, je m'arrête ici. Mais est-ce que c'est le cas? Le problème est Voilà, professeur. quand il est lui-même le pouvoir. Oui. Quand il est lui-même le quand pouvoir. l'intellectuel est lui-même le pouvoir. Oui. Oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Le pouvoir. Oui. À ce moment-là, est-ce qu'il il met son mandat en jeu. Quand il est le pouvoir, il met son mandat en jeu. Ça arrive. Il dit, bon, voilà ce que je vous propose. Voilà ce que je vous propose pour mon pays, ou pour mon espace, ou pour ma communauté. Voilà ce que je vous propose.
D'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord, en ce moment-là, je mets mon pouvoir en jeu. Et si vous dites non, je m'en vais. Si vous dites oui, je continue. Vous comprenez? C'est cela. Bien ça. Si vous dites non, je m'en vais. Ben oui. Mais sur le terrain, ce n'est pas arrivé. Non, non, alors, comment sur le terrain, ce n'est pas arrivé? On a dit non, mais moi, c'est pas... je crois qu'il y a un problème, il y a un problème d'amalgame ici. Oui. Parce que, d'abord, je ne reviens pas sur, ça ne fait pas partie de mes habitudes, des balles de ping-pong. Il y a une différence entre le pouvoir et l'intellect. Oui. Maintenant, l'intellect peut devenir un homme de pouvoir. Absolument. Et le pouvoir a un fondamental qui est d'abord la politique, le police. Oui. Donc, il y a la réalité politique. Absolument. Donc, la réalité politique impose, et ce n'est pas moi qui l'invente, hein, on le voit chez Machiavel, invente un certain nombre de compromissions et de compromis. Oui. C'est-à-dire qu'on peut embrasser ses ennemis, on peut, si pour des raisons X ou Y, je ne rentre pas dans les détails des sciences po. Mais tout ce que je voudrais dire ici, c'est qu'à ce moment-là, comme l'intellectuel a un devoir d'objectivité, il ne peut pas rentrer dans ce... À un moment donné, il sera buté parce qu'il faut qu'il mente. Voilà. Quand on est en campagne électorale, quel qu'en soit votre degré de sympathie, vous êtes obligé de flatter. L'intellectuel n'a pas pour devoir de plaire aux gens. Il doit être froid et objectif face à une vérité. Quand il dit « je ne peux plus », s'arrête. Mais en politique, on dit « vas-y, tu peux y arriver ». Même dans les contrées les plus lointaines, les plus éloignées, où tu as les ennemis, les pires ennemis, on dit « embrasse-les ». Il nous faut des voix. Et là, l'intellectuel, là, il est fourvoyé. Parce que lorsqu'il arrive dans ce terrain, on lui dit « en face là, tous ceux qui ont bombardé ici, il nous faut ces voix. » Et les macaronis là-bas, je peux t'assurer qu'un intellectuel va le faire, mais pas de gaieté de cœur. Il est très mal à l'aise dans ce jeu. Mais il est obligé de forcer. Et lorsqu'il revient en arrière, il est complètement laminé, il n'est plus lui-même. C'est pour cela que parfois, on dit, mais pourquoi ils deviennent fous, tous ces intellectuels-là? Ça commence à partir du moment où il est déjà en contradiction avec sa propre pensée. Et là, on l'a vu clairement au Ghana. Avec Kwame Nkrumah. Lorsque Nkrumah s'est rendu compte que tous ceux qui étaient autour de lui disaient, mais tu t'occupes plus de l'Afrique que du Ghana, alors que nous sommes affamés, nous avons des problèmes. Il dit, mais comment vous pouvez penser que le Ghana peut se libérer si l'Afrique tout entière n'est pas libre et unie? Et là, il a commencé à devenir fou, il est devenu schizophrène. Et c'est ce qui arrive souvent à ceux qui croient profondément à leur idéologie et finalement qui sont trahis par les leurs. C'est pour cela qu'on dit qu'en post-colonie, c'est-à-dire en pays dominé, il est très difficile d'être... D'abord, comment prend-on les intellectuels en Afrique? On les prend d'abord parfois pour des rêveurs, pour des gens qui ne savent pas chercher de l'argent. Parce que l'image que l'Africain colonisé a des valeurs de l'esprit, ce n'est pas la même image que l'Occident. Et l'Occidental a des valeurs de l'esprit. Chez les Occidentaux, où j'ai passé mes 20 ans, quand on prend sa retraite, c'est une gloire. On commence à faire sa recherche. On voyage dans le monde entier. On fait des conférences, on est fiers. Chez le négro africain, lorsqu'il prend sa retraite, certains, pas tous, je nuance du moins la majorité, c'est une descente aux enfers. Parce que la question de la sécurité sociale, le respect, l'image qu'on a de l'autre, qui a servi pour la nation, cet égard qu'on a en Occident, on n'a pas ça en néocolonie. Parce que la néocolonie, c'est la survie permanente. Et lorsque tu es dans la logique de la survie, tu ne peux pas élever ta pensée. Lorsque tu ne peux pas élever ta pensée, tu es vulnérable et tu es fragile. C'est ça. Tu as des problèmes de survie, tu ne réfléchis pas suffisamment en profondeur.
Donc, maintenir l'intellectuel à un niveau de dépendance, parce que il a son petit côté humoristique, mais ce qu'il a dit est extrêmement profond. Et c'est ce que j'essaye de développer. Oui. C'est-à-dire que le fait de fragiliser moralement celui qui pense, ça le plombe, oui. Ça le met vers le bas. Et il ne peut donc pas déployer les ressources nécessaires qu'ils peuvent déployer, même s'il les a. C'est comme ça. Donc, le terrain, l'environnement, ils jouent pour beaucoup. Ils jouent pour beaucoup. Mais aussi, l'agressivité de parfois ceux qui n'ont pas cette intelligence, cette compétence-là. Parce que lui, il vous parle comme ça. Mais lorsque tu es incompris par les tiens, tu as besoin de cet environnement. L'être humain a besoin d'un environnement de sécurité. Mais c'est l'incompréhension totale. Donc, dans cet imbroglio de l'incompréhension totale, l'interlocuteur revient donc sur l'aventure ambiguë, oui. C'est-à-dire le fou. Oui. Le fou. Oui. C'est ça. Il devient le fou. Ah voilà, d'accord, Cheikh Hamidou Kane. Alors, vous nous rappelez. Alors, professeur Monon, alors vous, effectivement, on voit la difficulté que l'intellectuel peut avoir, tel que le décrit Cécile Dorissane. Et vous êtes allé, je rappelais que vous avez été au RDPC et que souvent, est-ce que votre difficulté n'est pas venue de ce qu'elle a rappelé également que l'intellectuel ne sait pas chercher l'argent? Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment à un moment donné que vous êtes resté beaucoup plus dans le point de vue, vous êtes resté dans l'objectif de penser plutôt que de rechercher autre chose, et que ce ne sont pas les difficultés que vous avez eues aussi? Non, l'intellectuel et l'argent, il faut choisir. Oui. C'est le métier. Être intellectuel est un métier. C'est-à-dire, vous êtes l'homme dont le métier est de penser. Vous n'allez pas vous salir dans la recherche de l'argent. Ce que vous mettez comme stratégie pour chercher à obtenir de l'argent est parfois contraire au principe de la bonne pensée qui cherche la vérité et qui cherche l'idéal dans la société. Vous ne pouvez donc pas... Donc, j'ai fait le parti, j'ai été à la communication du RDPC et j'ai proposé ce que j'ai proposé. Bon, ça a eu l'écho que ça a eu. Je crois que le petit peuple, c'était comment continuer à m'écrire des lettres pour demander mon appui pour leurs revendications, pour leurs pouvoirs. Beaucoup n'ont pas compris que je ne suis plus dans la superstructure du RDPC. Je m'y étais adonné avec un esprit de vérité, un esprit de participation, tel que les membres de la base ont continué aujourd'hui à penser que je suis toujours dans les instances de décision, en me demandant des faveurs et des interventions. Donc je peux donc dire que j'ai été dans ce parti, je suis toujours dans ce parti, mais je suis dans les structures dirigeantes. Maintenant, mon cher collègue, comme a dit quelque chose là, qu'il est, contrairement à Cécile, que nous ne sommes pas dominés. Lui, personnellement, n'est pas dominé, mais je crois que la situation de l'intellectuel africain dans la néocolonie est d'être, hélas, essentiellement dominé par la structure, par la superstructure idéologique mondiale. Vous savez que les grandes décisions concernant le destin des individus, concernant le destin des intellectuels, on dira au pouvoir africain que tel intellectuel, nous ne le verrons pas dans nos listes. Il n'apparaît pas dans nos listes. Ça veut dire que vous ferez mauvaise route avec celui-là. En revanche, on peut vous proposer tels individus. Et ce sont ceux-là qui fonctionnent dans la superstructure politique du pays. Donc, ça veut dire que... Et on voit même que ceux qui veulent accéder au pouvoir et qui sont d'abord des intellectuels indépendants, ils recherchent d'abord, eux aussi, l'aval du Nord. L'aval des puissances qui dominent dans le monde. Des individus en Afrique
avide de... désireux, pas avide, désireux d'accéder au pouvoir ou d'entrer dans les instances du pouvoir, recherche d'abord et avant tout le parrainage. Voilà le mot, madame. Le parrainage. Ce mot a fait tellement de tort en Afrique que l'Afrique ne peut pas se croire véritablement autonome et maître de son destin. Mais restons dans les livres. Combien d'Africains écrivent des livres préfacés par les Africains? Laissons même la politique. Il y a des gens qui ne peuvent jamais citer Monu Diana. Même les étudiants qui l'enseignent là. Nous sommes complexés. Nous sommes complexés. Qui citent plutôt... oui, et même les ouvrages qu'ils publient là. Tu vas trouver que quelqu'un va chercher des préfaces alors que Monu Diana, professeur Ambroise, peut bien préfacer son ouvrage. Non, il préfère, parce que là, ses cerveaux sont lobotomisés. C'est le terme. Les cerveaux sont lobotomisés. Donc nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas dominés. Dans la mesure où ce même Mongo Betty, dont il réclame le truc, a bien précisé que l'Afrique souffre de 3 problèmes dans perpétue l'habitude de malheur. La corruption, l'alcoolisme et la langue française. Hein? Absolument. L'alcoolisme et la langue française. Oui, bien sûr. Et il écrit en français. Absolument, il écrit en français. Dominé. Ah bon, il est dominé, ça c'est clair. Ça c'est clair pour ça, Ambroise comme. Non, écoutez, non. Mon premier bouquin était préfacé par Thomas Meloni. Oui, le professeur. Et le dernier préfacé par Fabien Eboussi. On parle de la généralité. Hein. Oui, non, vous êtes une exception qui confirme la règle. Je voudrais simplement vous indiquer. Non. J'ai même fait des notes de lecture. Mon premier bouquin était préfacé par Thomas Meloni. Absolument. Et le dernier, préfacé par Fabien Eboussi, etc. Et mais ce que je veux dire, et je reviens dessus, et je veux être ferme là-dessus. Je ne crois pas que la domination de l'Afrique soit une malédiction. Je ne pense pas. Elle ne détermine pas tout. Elle ne détermine pas tout. Si il y a domination, c'est que nous participons de la domination. Nous, si nous refusons la domination, elle prendra fin. Mais si nous continuons de l'accepter, de l'entretenir, ben, elle va nous suivre. Et le rôle de l'intellectuel, justement, c'est, de mon point de vue, c'est de s'inscrire dans la durée. Il ne faut pas penser que votre action va porter de fruits dans l'immédiat. Ok? Mongo Betty est mort il y a bientôt 20 ans. Mais nous parlons tout le temps de perpétuer l'habitude du malheur. Absolument. Hein? Etc. Tchinjan est mort il y a combien d'années? Monnaie, servitude, liberté. Tout le monde en parle. Personne n'a encore écrit un livre sur le franc CFA qui puisse rivaliser avec celui de Tchinjan. Donc, c'est ça, s'inscrire dans la durée. Ils sont morts, ils sont tranquilles dans leur tombe, mais leurs idées, leurs œuvres continuent de nous interpeller. Et nous, aujourd'hui, on parle de Mongo Betty, on va en parler, disparaître. Il va y avoir d'autres générations, jusqu'au jour où, puisque vous prenez l'exemple de l'Occident, qui pour moi n'est pas un exemple, ni pas un modèle, c'est des exemples, mais ce n'est pas des modèles, jusqu'au moment où des Africains vont se rendre compte que, mais en fait, nous avons des Africains qui ont pensé l'Afrique. Alors, est-ce que dans ce cas-là, professeur Ambroise, comme ça voudrait dire que nos intellectuels, ou du moins ceux qui devraient jouer ce rôle dans le contexte camerounais, ont démissionné ou alors sont découragés et quelque part n'assument plus leur rôle? Non, si vous m'interpellez sur le contexte camerounais, vous me demandez de commettre des crimes ou des assassinats. Je n'ai pas envie. Ah, c'est qui n'est pas notre intention. Non, nous sommes en train de parler des principes généraux. Oui, tout à fait. De l'intellectuel. Mais dans le contexte camerounais. Oui, dans le contexte camerounais. Si, dans ce que nous disons ici, nous voyons des personnes, comme j'ai commencé par citer là, qui jouent ce rôle-là, nous disons, ah ben oui, en fait, ça fait sens. Bon, maintenant, ce qui arrive au quotidien à la société camerounaise, avec des rôles joués par les uns et par les autres, sont-ils
juste des ventriloques, des politiques en quête de pain quotidien, ou sont-ils des intellectuels qui s'inscrivent dans la durée et qui veulent qu'on puisse parler d'eux même après eux, ou jouent-ils juste le jeu du pouvoir pour exister? C'est à chacun de répondre. Je ne peux pas répondre à la question. Mais vous avez pris un exemple, vous avez donné des exemples tout à l'heure, notamment l'exemple de Bongo Betty, prise de position dans l'affaire Tutu Sédioua, mais ça manque aujourd'hui. On n'a plus ça dans l'espace socio-politique camerounais. Oui, mais est-ce que c'est pas... Oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde n'est pas allé finalement pied et poing lié du côté du parti au pouvoir et a complètement inhibé cette capacité de critique ou de recul? Donc, écoutez, c'est possible. Cela est possible que tout le monde soit allé du côté du pouvoir. Mais il faut se demander pourquoi les gens sont allés tous du côté du pouvoir. Pourquoi? Parce que quel type de pouvoir avons-nous? Vous comprenez? Si nous sommes dans un pays quand même, nous sommes indépendants depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans aujourd'hui. Il faut que nous nous interrogions sur la manière dont nous nous sommes gouvernés nous-mêmes. C'est notre responsabilité. Évidemment, moi je ne suis pas de ceux qui accusent l'Occident, qui disent que oui, les Occidentaux ont dit ceci, ils ont fait cela. Non, c'est nous-mêmes qui prenons les décisions. Le flic dans la rue, c'est un Camerounais. Oui. C'est lui qui est au ministère, c'est un Camerounais. Même s'il a des Occidentaux derrière qui le poussent. Mais personne ne signe à sa place. Celui qui est au palais de l'unité, c'est un Camerounais. Donc, notre responsabilité en tant qu'Africains, en tant que Camerounais, est profondément engagée. Ok? Et d'autres pays d'Afrique se sont libérés de ceux-mêmes, de leurs propres compatriotes qui les opprimaient. C'est à nous interroger sur ce qui nous arrive. Nous ne pouvons pas rester là et nous dire, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi dans les années... Mais Bongo Betty a joué son rôle, Eboussi a joué son rôle, Xinjiang a joué son rôle, etc., etc. Tous ces gens-là ont joué leur rôle. Maintenant, dans cette génération-ci, si cette génération-ci, comme a dit Fanon, chaque génération, chacun doit découvrir sa mission et la remplir ou la trahir. Voilà. Si cette génération-ci trahit sa mission, mais nous n'y pouvons rien. L'essentiel est que chacun se regarde dans les miroirs et se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait, comme disait Kennedy, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Je ne suis pas ici, en train de proposer une doctrine en disant, tous demain, descendez dans la rue pour faire ça. C'est pas mon rôle. Mais je constate que, en réalité, certains d'entre nous sont dans des faux fuyants en disant, non, nous sommes dans des pays dominés, l'Occident a fait ceci, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, écoutez, moi j'ai enseigné une quinzaine d'années à l'université de Yaoundé. J'ai enseigné une quinzaine d'années à l'université de Yaoundé. J'ai fait un travail que je peux considérer comme un travail honnête. J'ai interpellé du chef de département au recteur, qui avait toutes sortes de pouvoirs. J'ai dit, voilà ce qu'on peut faire pour améliorer et l'enseignement, pour améliorer la qualité de la recherche. Et à un moment donné, quand les gens se refusent à tout, vous ne pouvez pas dire que c'est l'Occident, puisque c'est moi qui le proposais et je pouvais le faire. Et je pouvais le faire et ça a donné des résultats. Et le peu que j'ai fait, ça a donné des résultats. Donc vous ne pouvez pas dire que il n'y avait pas d'occidental derrière moi pour me pousser. C'est moi qui faisais les démarches pour trouver cela. Donc, et si l'université est aujourd'hui, et je peux le dire, ma chère Dolissane, l'université en pleine décrépitude, ce n'est pas l'Occident qui a mis l'université du Cameroun en pleine décrépitude. C'est nous-mêmes. C'est notre responsabilité. Non, il faut pas qu'on se leurre, il faut pas qu'on se voile la face et qu'on accuse l'autre des choses dont il n'est pas responsable. Alors, professeur Mononjana, quand même, les intellectuels camerounais, on va dire, ils se font peut-être un peu rares, les prises de position. On a parlé de Bongo Betty. Est-ce que, le professeur Fabien Eboussi Boulaga, pourquoi aujourd'hui, quand on entend des sons de cloche qui peuvent être divergents, peut-être ils viennent souvent de l'étranger, encore peut-être Achille Mbembe, qui nous fait des sorties de temps en temps, qui sont
Achille Mbembe, et presque plus grand monde. Parce que tous qui sont ici, vous avez des jeunes qui ont certes la capacité de le comprendre, mais qui sont allés beaucoup plus du côté du pouvoir et qui forcément ne prennent pas toujours position par rapport aux questions sociétales. Oui, c'est pas un péché d'aller du côté du pouvoir. Oui, mais oui, voilà. C'est pas un péché. Vous l'avez déjà dit. Donc, mais il faut quand même reconnaître que une certaine domination persiste. Et cette domination-là, Ambroise vient de la décrire, elle est due en partie à notre propre auto-aliénation. Pour être aliénés, les intellectuels africains sont véritablement aliénés. Ils sont aliénés de par leur culture de base, de par les grandes langues étrangères dans lesquelles nous sommes obligés de nous exprimer, l'anglais, le français, l'arabe. Nous ne nous exprimons pas dans nos langues. D'abord, ça rétrécirait l'horizon de la diffusion de nos pensées. Voilà pourquoi nous utilisons les grandes langues véhiculaires. On ne peut donc pas dire que nous ne sommes pas aliénés. Nous sommes aussi aliénés par les grandes religions étrangères. L'islam, le christianisme, dans toutes ses versions, sont des religions qui nous viennent de l'extérieur. Et que la théologie chrétienne s'efforce de montrer que le Bantou avait la croyance en un Dieu unique, Nyambé. Donc, ce qui fait que le monothéisme Bantou peut s'accorder avec le monothéisme étranger. Donc, il y a un terrain d'entente. Il y a aussi une autre source d'aliénation, je crois que c'est la plus pernicieuse, l'aliénation au niveau des sectes. Des sectes comme la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, qui sont des sectes de pouvoir. C'est-à-dire, pour accéder au pouvoir, on a vu des candidats à l'élection, à la dernière élection présidentielle, aller d'abord faire allégeance aux grandes loges étrangères. Et je dois avouer que la plus grande aliénation des Africains, des intellectuels africains, vient de ce que, étant étudiants, ils adhèrent déjà aux grandes loges à l'étranger. Et quand ils arrivent ici, ils viennent appliquer les doctrines et les principes de la loge au Cameroun, en essayant d'embrigader les autres Camerounais. Je connais des philosophes qui sont dans des loges. C'est contraire à l'enseignement de Descartes, le rationalisme. Mais des philosophes ont pensé qu'ils peuvent néanmoins entretenir les deux esprits auprès des mêmes étudiants. Et c'est ce qui m'étonne moi personnellement. Je ne juge personne, mais je m'étonne tout simplement de cette cohabitation dans un même esprit du rationalisme cartésien, du cartésianisme donc, et de l'irrationalisme. Oui, bon, appelons ça syncrétisme pour être poli. Pour être poli. Mais nous devons reconnaître que cette auto-aliénation, c'est ça qui est plus pernicieux pour nos intellectuels. Parce que si le grand maître d'Occident, de la grande loge d'Angleterre, de la grande loge, voilà, te demande une chose, ici au Cameroun, tu ne peux pas dire non. Nous les chrétiens, nous chantons en disant que nobody can say no when Jesus says yes. Donc on peut appliquer la même chose à certains de nos intellectuels, qu'ils ne peuvent pas dire non quand le grand maître a déjà dit oui. Bon, et nous sommes donc, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, sous la botte des loges étrangères qui prennent des décisions en nos lieux et places. Et ça ne concerne pas seulement les hommes du pouvoir, ça concerne les intellos purs et durs, qu'on pourrait croire, mais qui sont mains et pieds liés, englobés dans les loges étrangères. C'est-à-dire qui acceptent la servitude volontaire des loges, d'être dominés.
Alors, est-ce que celui-là peut prendre de bonnes décisions dans l'intérêt de son pays? Je ne pense pas. Parce que le grand maître qui veille au grain, qui connaît ce qu'on appelle ses intérêts, ne peut pas s'amuser avec ses intérêts. Et il vous demande à vous, qu'il a positionné en Afrique, de servir ses intérêts. Et c'est là où nous entendons. Voilà pourquoi on peut parler d'intellectuels ici. Bon, c'est pour la forme. La plupart de nos grands intellectuels sont déjà inféodés. Je les connais. Vous n'allez pas les citer, professeur Mononjara. Vous n'allez pas les citer. Mais moi, je veux quand même... Oui, alors, oui, professeur Dolissa. Oui. Il faut que nous fassions attention. Oui. Parce que lorsqu'on vient ici, pour éclairer... Oui, tout à fait. Les jeunes Camerounais et bien d'autres Africains, puisque et partout dans le monde, votre télévision prend de l'élan. Il faut pas que nous fassions dans la langue de bois. Parce que justement, c'est cette langue de bois qui nous a mis dans cette situation. Comme dans les partis politiques d'Afrique noire, il a dit qu'il existe deux types d'intellectuels. Les aliénés et les non-aliénés. Je pense qu'il savait de quoi il parlait. Et la même métaphore a été reprise autrement par Césaire. La métaphore du volcan. Il a dit qu'il y a des volcans qui dorment. Et d'autres qui... Les volcans qui connaissent l'antique déchirure de l'histoire. C'est de ça qu'il parle. Et il y a des volcans qui s'enferment en bon lieu, en haut lieu et en lieu sûr. Donc, tous ces types de volcans sont dans un même puzzle. Et on ne peut pas éliminer certains en disant que nous avons la vérité, c'est nous qui devons les juger. Dans tous toujours des intellectuels qui seront compromis face à une cause. Il y a d'autres intellectuels qui prennent des distances par rapport à la cause. Il y a d'autres intellectuels qui préparent leur combat, mais minutieusement. Mais il y a aussi d'autres intellectuels qui sont dans l'entre-deux. C'est-à-dire que le jour, ils prêchent la liberté et les droits de l'homme. Le soir, ils tirent dans les ficelles de ce droit de l'homme, c'est-à-dire ils tirent son propre pays vers le bas. Je prends l'exemple simple. Quand le ministre de Finances a lancé le retour de certaines, la suspension des salaires de certains, mais il y a des avions qui étaient pleins là, pour venir. C'est nous-mêmes, en même temps. Mais tu ne pourras jamais effacer cela. Donc, quelque part, les intellectuels ont leur responsabilité. Parce que, effectivement, comme dit mon collègue, il y a des gens qui, nous-mêmes, il y a une auto-responsabilisation. Et donc, cette déresponsabilisation fait en sorte que nous ne devons pas faire de l'autoflagellation. Parce que nous sommes responsables, nous-mêmes en partie. Mais pourquoi? Mais c'est parce que l'Occident est considéré comme une référence. Et que si on ne nous refusait même pas les visas ici, toute l'Afrique aurait déménagé pour aller là-bas. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est la survie permanente. Nous avons intellectualisé l'alimentaire. Et nous avons alimentarisé l'intellect. C'est-à-dire que même malgré les diplômes qu'on a, c'est pour bien manger. Alors, lorsque un individu pense que les diplômes qu'il a, c'est pour remonter son niveau social et que la misère l'embrase, vous comprenez bien que son cerveau est embrasé par cette misère et qu'il ne peut pas penser le pays. Il pense sa pense. Il pense sa pense. Donc, nous devons savoir que nous sommes dans une complexité, dans un mouvement de complexité tel que nous dénonçons et nous faisons la même chose. Nous dénonçons et nous faisons la même chose. Ce qui m'intéresse absolument, professeur Dolissa, mais dans le contexte camerounais, où est le supplément de courage aujourd'hui, professeur Ambroise Combe? C'est-à-dire que si vous avez... Avec la théorie postmoderne. Oui, avec la théorie postmoderne. Où les gens veulent d'abord vivre. Vivre avant de penser. Ceux qui pensent leur pensent, selon votre formule. Alors, professeur Ambroise Combe, mais où est le courage dans tout cela? Il faudrait que l'intellectuel encore, puisque quand je parlais du pouvoir, il faut bien qu'on mette les pieds dans le plat. Lorsque je parle du pouvoir, j'ai dit par exemple, pour prendre un cas concret au Cameroun, on a quand même que
le RDPC aspire la plupart de tous qui pensent, tous qui sont diplômés, on les voit aller vers le RDPC. Mais que devient la critique? Est-ce qu'à l'intérieur, lorsqu'on est un intellectuel, on peut encore émettre des critiques à l'intérieur d'un parti politique comme le RDPC qui est au pouvoir, qui est omniscient, je voudrais dire omnipuissant, et que chaque fois qu'on prend la parole, on va dire voilà, son excellence Paul Biya, et même lorsqu'on se rend compte que les choses ne sont forcément pas vraies, on abonde dans ce sens-là. Où est le courage encore, professeur? Monsieur Guizogo, revenons aux fondamentaux. Tout à fait. Ok, revenons aux fondamentaux. Je vous ai écouté, j'ai écouté ma collègue Dolisan. Nous parlons des intellectuels. Absolument. Nous ne sommes pas en train de parler du tout venant. L'intellectuel, ce n'est pas le tout venant. Absolument. Celui qui y va, il n'est plus intellectuel. Non, ce n'est pas le tout venant. C'est quand même des gens... Si vous regardez un peu tous les noms que nous avons cités, ce n'est pas des gens qui sont liés à un establishment quelconque. Absolument. Mongo Betty a vécu 40 ans en Europe, et de culture française, européenne, tout ça, mais il ne s'est jamais associé, lié à quelques sectes, tribus, que ce soit. Et Boussi était jésuite. Oui, tout à fait. Il a rompu avec les jésuites. Avec l'ordre des jésuites, etc. Il a embrassé quoi par la suite? Lui-même, le Muntu. Oui, en dehors du Muntu, qu'est-ce qu'il a embrassé comme secte, comme loge? Ah ben, vous pensez qu'il a embrassé une loge? Non, ce que je veux dire, parce que il faut éviter, il faut dire la vérité jusqu'au bout. C'est ça. Ouais, jusqu'au bout. Quelqu'un peut quitter l'ordre des jésuites et embrasser un autre ordre profane. Oui, mais ce n'est il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le cas pour le professeur Eboussi. Vous dites que ce n'est pas le cas. Vous prenez la responsabilité de dire que ce n'est pas le cas. Ah, vous prenez la responsabilité de dire que c'est le contraire. Non, c'est ce que je dis. Mais j'aimerais qu'on dise tout. J'aimerais qu'Ambroise nous dise tout. Je dis ce que je sais. Voilà. Je dis ce que je sais. Donc, je dis que l'intellectuel, c'est quelqu'un aussi qui a une éthique personnelle. Qui a une éthique personnelle. Absolument. Et cette éthique-là aussi inclut la valeur travail, la valeur production. Ok? Or, si nous voulons simplement remplir nos penser nos penses, comme dit Dolisan, manger, mais là s'arrête le travail de l'intellectuel. Si vous êtes en quête de... Je suis d'accord avec le collègue Monojana qu'il faut rétribuer normalement le travail intellectuel. Oui. Mais ça ne veut pas dire que l'intellectuel doit devenir esclave de la rétribution. De la rétribution. À un moment donné, vous devez être capable de dire, malgré votre rétribution, je refuse de me soumettre à votre dictat. Voilà. Mais c'est là où j'insiste aussi, professeur Ambroise, comme est-ce que l'intellectuel qui arriverait dans le parti au pouvoir ne garderait pas cette distance qui lui permettrait de dire, malgré tous les avantages que j'ai au sein du parti au pouvoir, je peux encore me permettre de critiquer lorsqu'il y a des dérives. Est-ce que l'intellectuel camerounais en est encore capable? Nous n'en avons pas encore vu. Ouais. Mais ailleurs, les intellectuels ailleurs, ça se voit. Ça se voit que quand vous n'êtes pas d'accord avec la ligne, n'est-ce pas, que vous croyez ou qu'on vous avait proposé, vous dites alors là, je suis plus d'accord, je vous quitte. Ça se voit. Ça se voit, puisque vous parlez de l'inféodation avec l'Occident. Si l'Occident, pour nous, ma chère Dolisan, est un modèle, mais prenons donc ces exemples-là. Prenons l'exemple du gouvernement en France, en Allemagne. Oui, on citait Mongo Betty qui a quand même vécu 40 ans en France, mais qui ne s'empêche pas d'écrire la France contre l'Afrique. Absolument. Bien sûr. Regarde, prenez les Français même avec leur propre gouvernement. Combien ils démissionnent en cascade? Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En Allemagne, je ne suis pas d'accord. Je quitte. En Italie, partout, là, aux États-Unis, je quitte. Au Canada, je quitte. Je suis plus d'accord. Pourquoi chez nous, même quand on fait le contraire de ce qu'on vous a promis, vous êtes toujours là. Il y a quand même eu quelques démissions aussi. Oui, mais pas des intellectuels. Professeur Monojana. Ah si, pas pour des questions. Il y a peut-être des démissions, mais pas pour des questions de principe.
gouvernement, de gouvernance. De près, il y a eu des démissions. Non, notre collègue Kamto a quand même démissionné. Je ne prononce pas de nom. Non, moi je prononce un nom parce que nous l'avons tous dans la pensée. Les gens ont démissionné pour des raisons personnelles. Oui. Pour des raisons personnelles, pas en disant telle ligne gouvernementale qui est suivie, je ne suis pas d'accord, et au nom de ce principe-là, de cette politique, je démissionne. Puisque la raison personnelle n'est pas définie par principe, on laisse tomber, on dit donc il n'a pas démissionné. Professeur Monondiana, vous avez on peut démissionner, on peut aussi démissionner pour des raisons personnelles. Par exemple, si vous avez vu dernièrement en France, enfin je prends l'exemple de la France puisque vous parlez tellement d'inféodation, le ministre de l'Intérieur qui démissionne pour être maire dans sa ville, c'est des raisons personnelles. Gérard Collomb, qui est parti pour retourner à... Je vais être maire dans ma ville. Pourquoi c'est des raisons personnelles? Vous refusez mes exemples à moi? Non, mais j'en venais. Mais professeur Monondiana, vous avez été au RDPC, comme on le sait très bien, vous avez été parmi les modernistes ou progressistes? Moi, je suis progressiste. Voilà pourquoi j'ai écrit le livre sur la Corée du Nord. Sur la Corée du Nord, vous étiez progressiste, dans l'aile progressiste. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une grande question, celle du retour au multipartisme dans les années 90? Oui. Alors, vous avez vu souvent battre le pavé ici au moment où la situation était même plutôt difficile au sein du RDPC. Oui, j'ai écrit un ouvrage qui n'est pas ici, la mutation. Sur le changement politique au Cameroun. Voilà. Vous étiez l'un des rares militants du RDPC à aborder encore l'uniforme du RDPC pendant ces années de braise, là, ici, dans les années 90 à Yaoundé. On vous voyait très bien. Oui, c'est que j'avais un principe. Oui. C'est-à-dire, le principe n'a jamais changé. Absolument. Pourquoi je n'ai pas changé? Mais les individus qui sont là pour gérer les principes ne sont pas conformes à la boussole. Oui. Voilà pourquoi il m'arrive de critiquer les déviations. Oui. Mais je ne critique pas le principe. Donc vous n'avez jamais songé à dénoncer le principe, mais les déviations... Je ne peux pas dénoncer le libéralisme communautaire. Ah oui. Puisque les gens, les partis d'opposition comme Eboa Félix, c'est la meilleure politique. C'est la meilleure doctrine politique, mais eux-mêmes n'appliquent pas ça bien. Oui. Eboa. Avant sa mort. Oui, ça vient de voir. Il dit que les RDPC même n'appliquent pas ça bien. Il avait raison. C'est un ouvrage de philosophie politique vraiment incomparable. Mais alors, les fonctionnaires appelés à appliquer cette doctrine sont minables. Il y en a même qui n'arrivaient pas à prononcer le nom de cette doctrine. Devant un micro de télévision. Le libéralisme, pour le libéralisme communautaire. Oui, communautaire. Ça devant les camarades de télévision, ils n'arrivaient pas à prononcer ça. Je crois que 5 ou 6 mois après, on les a enlevés. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte de leur duplicité. Si tu ne sais même pas prononcer le nom de la doctrine que tu vas appliquer, comment vas-tu te mettre à l'appliquer? Donc, mais alors moi je voulais vous interroger sur quand même un grand événement, qui était le retour au multipartisme en 90. On a vu des marches et des contre-marches. Oui. Vous étiez au RDPC. Oui. Mais on ne vous a pas lu par exemple sur par exemple la répression de cette époque, les gens qui voulaient la répression du SDF 26 mai 90 à Bamenda, 6 morts. On a eu d'autres marches où on a tiré sur les Camerounais, on ne vous a pas beaucoup lu. Vous n'avez pas fait une sortie par exemple pour dire que certes je suis du RDPC, mais en tant qu'intellectuel je m'insurge comme ça. Des sorties sur des ragots. Sur le Congo-Sal, n'est-ce pas? On a piétiné, moi j'ai pas vu des gens piétiner, n'est-ce pas? Vous voulez que j'aille une sortie? Il faut vérifier. La vérification expérimentale. Il faut voir des corps mutilés. Et là, je dis, là c'est vrai. Mais sur la base des ragots. Donc c'est comme sur les tirs sur les manifestants dernièrement à Douala, comme on a dit lors des manifestations du MRC, vous ne prenez pas position aussi? Mais non, l'émission de ce soir ne porte pas sur ça. Oui, j'ai déjà pris position dans les journaux. Ah oui, je dis qu'une fois que la chose a été jugée, on ne doit pas revenir sur l'autorité de la chose jugée. Ça c'est clair, c'est interdit même. Et on s'était entendu avant le contentieux électoral que personne ne reviendrait sur le résultat que prononcerait le Conseil, le président du Conseil. Et malheureusement, des juristes de haut vol ont même dévancé le Conseil pour vite occuper le terrain. Et malgré la proclamation très officielle du Conseil électoral sur le nom du vainqueur, les mêmes sont revenus pour continuer à contester. Et c'était des intellectuels, bon teint,
Alors, moi, je me pose la question, que font les intellectuels des principes républicains? C'est une grande question. On peut aujourd'hui ergoter, chanter, critiquer, dénoncer, machin, mais que fait-on du principe républicain? Le respect de la République, le respect du principe communément adopté. C'est ça, la soif du pouvoir, comme disait le président Aïdjo, ne doit quand même pas nous aveugler jusqu'à piétiner les principes de la République. Attention. Voilà ma position. D'accord. Alors, attention. Avant de parler, je suis d'accord avec Hubert Monodjana sur la question du principe républicain, mais avant de parler de la sacralité des principes républicains, il faut que nous nous accordions et que nous acceptions la manière dont nous nous sommes entendus sur les principes républicains, qu'il n'y a pas eu vice de forme sur la gouvernance globale. Il ne s'agit pas, vous pouvez nuitamment organiser des règles et le lendemain dire bon, ça c'est les principes républicains, nous sommes d'accord, et puis tout le monde doit s'aligner. Oui. Là je dirais ben, je suis désolé, absolument. Je ne m'aligne pas et donc, parce que je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut que nous entendions sur le système qui a abouti, n'est-ce pas, à mettre sur pied, à adopter les principes qui doivent s'appliquer à tous, et que nous soyons d'accord là-dessus. Si nous ne sommes pas une trentaine d'acteurs qui acceptent... C'est pas une affaire de nombre. Qui acceptent... Non, c'est pas une affaire de nombre. Les principes d'organisation et de proclamation. Et que un seul veut jouer l'original. Bon, alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pense que, justement, depuis ces événements, on n'a pas beaucoup entendu aussi, forcément, des prises de position des intellectuels, Cécile Dolissan. Est-ce que, sur des questions comme celle-là, des grands enjeux aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas ce supplément de courage? C'est vrai qu'il y a les difficultés matérielles dont vous faites part. Ici, il y a la post-colonie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intellectuel camerounais n'est pas en voie de disparition? Non, l'intellectuel camerounais n'est pas en voie de disparition. Il n'est pas en voie de disparition. Mais le véritable problème, c'est que tout vient au même moment et tout de suite. Et ça rappelle des séquelles extrêmement difficiles. Des années 50. C'est-à-dire que nous avons le nord-ouest et le sud-ouest qui s'embrasent. Il y a l'extrême nord dont on ne sait plus très bien ce qui se passe. Il y a le problème d'élections et il y a des conflits immédiatement, des rivalités à n'en plus finir. Donc le véritable problème c'est quoi? C'est que les gens ne savent plus à quel sens se vouer. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce serait une goutte d'eau qui va déborder le vase? Est-ce que derrière tout cela se cachent des manœuvres? Est-ce que Donc c'est ce questionnement qui devrait normalement s'effectuer dans un grand débat national, parce que les gens doivent dialoguer, les gens doivent se parler pour savoir exactement ce qu'il y a au fond. Et on est dans une situation où les partis s'arc-boutent. Mais alors, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'intellectuel de démêler les chevaux dans tout cela? Puisque l'intellectuel, lui, il comprend, il fait le lien, il met les choses en relation pour pouvoir tirer le meilleur finalement de cette situation. Oui, bien sûr. Laisse-moi terminer. Oui. Je dis peut-être des bêtises, mais vous pouvez certainement me laisser terminer. Oui, bien sûr. Le professeur Monodjana a évoqué quelque chose d'extrêmement pertinent. À savoir qu'il y a des filons et un arrière-boutique. Conséquence, vous pouvez aller mettre le doigt sur un truc en pensant qu'effectivement, vous êtes dans une logique, alors qu'il y a des choses qui se cachent derrière. Donc, le véritable problème, c'est que dans cette relation centre-périphérie, parce qu'on est toujours obligé de... Est-ce que tous ces tourtereaux qui font semblant soit de chercher des prébendes, soit de l'opposition. Est-ce que tous ces gens-là n'ont pas quelque chose derrière? Parce que ce qui fait peur aux Camerounais, c'est surtout cette situation étagée. C'est-à-dire que
on parle d'une chose, alors qu'il y a autre chose. Derrière. Donc, mais est-ce que les grands principes ne suffisent pas pour qu'un intellectuel comprenne de quoi et tire son épingle du jeu, si j'ai pu m'exprimer de la sorte? Les grands principes, professeur Ambroise, comme on en parle aussi quand même. Écoutez, moi je n'accepte pas la théorie du complot. Oui. Il n'y a pas un complot contre le Cameroun. Si le Cameroun va mal, c'est la responsabilité des Camerounais. Okay. On ne peut pas dire en même temps, il y a Boko Haram au nord, n'est-ce pas, qui vient d'ailleurs, parce que le djihadisme, qui a le nord-ouest, il y a le sud-ouest, maintenant il y a le centre-sud-ouest qui s'embrasse, et que du coup, c'est du fatalisme. Non, c'est notre gouvernance. Vous m'interpellez. Non, attendez, non, c'est notre gouvernance. Et le rôle, il n'y a pas de théorie de complot. Il n'y a pas qu'un bras quelque part qui manipule. Les sont synchronisés dans le monde entier. Attendez que je finisse. Moi, je vous pose la question Attendez que je finisse. sur les grands Attendez que je finisse. Il y a 20 ans, j'ai écrit un article. J'ai écrit un article ici, et c'est conflit interculturel et tentation séparatiste au Cameroun. 20 ans. Ça décrivait point par point tout ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Dit faisons gaffe. Si on ne fait pas gaffe, voilà, ça va péter. C'est ça, c'est aussi ça le travail intellectuel. D'anticiper, de voir et de dire aux dirigeants, attention, il y a là un problème. J'ai repris cette analyse récemment que j'ai publiée en français et en anglais. Si ça n'intéresse personne, si les dirigeants ne veulent même pas lire, ne veulent même pas dire d'où te vient cette pensée-là, comment tu comprends cela. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille me mettre à leur place? J'ai pas envie. C'est pas mon rôle. Oui. Mon rôle, c'est de constater, de penser, de dire, d'écrire, de vendre la mèche, de publier et de dire voilà, si nous ne faisons pas gaffe, eh ben ça va péter. Eh ben ça a pété. Et tout est dit là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et là, vous dites que ça, c'est clair. Ça, c'est vrai. Est-ce que le pouvoir aujourd'hui ne voue pas un peu les intellectuels aux gémonies, professeur Mononjana? Oui, c'est ça que je commençais à dire. Oui. Non, il faut les caresser dans le sens du poil, qu'ils vous écoutent. On ne lit pas les analyses des intellectuels. Des intellectuels. Oui. Ça, c'est vrai. Parce que l'intellectuel n'ayant pas d'argent n'a donc par conséquent pas de valeur. Et ce qu'il dit, ce qu'il écrit n'a pas de valeur non plus, a fortiori, puisque lui n'en a pas. Et puis, c'est la seule valeur, c'est la valeur. Et puis, cher Hubert, je ne voudrais pas penser que je ne parle que du pouvoir. Oui. J'écris là sur l'Université des Montagnes, institution privée dans laquelle j'étais engagé. Ça a dérivé à cause de la manière dont c'était géré. J'ai dit, allez, stop. Voilà ce que nous nous sommes dit au départ. Voilà ce que vous faites. Ça va dériver. J'en suis parti il y a 4 ans. Qui en entend encore parler? C'est pas parce que je suis parti. C'est pas parce que je suis parti. Non. C'est parce que les dérives que je dénonçais les ont entraînés dans le fossé. Mais c'est ça le rôle. La microfinance. C'est ça mon travail. Mon travail n'est pas de dire non, ne bougez pas, restez là. Je ne vais pas les attacher. Non, comme dit Merleau-Ponty, l'intellectuel n'est pas celui qui utilise la dynamite pour démolir. Il vend seulement la mèche. La mèche, oui. Voilà. Il vous dit dans quelles conditions ceci pourrait être grave. Dans quelles conditions cela pourrait ne pas être grave. À vous maintenant d'utiliser. Voilà. Ce n'est pas à lui à venir agir. Et à ce moment-là, il dit, il y a qui le prenne. Machiavel n'est pas machiavélique. Parce qu'il vend seulement la mèche. Et c'est ça le rôle de l'intellectuel. Bon, maintenant, comme l'intellectuel au Cameroun, je dis bien au Cameroun, n'a pas de valeur monétaire, eh bien, il n'est rien non plus. Sa parole non plus, sa parole devient nulle. Ses propositions deviennent nulles parce que ça vient de quelqu'un qui est nul. Parce que la seule chose qu'on a valorisée dans ce pays, c'est l'argent. Celui qui a l'argent peut parler devant une foule. La foule va l'acclamer et écouter ce qu'il dit. Celui qui n'a pas d'argent, mais qui a de bonnes idées,
il viendra parler de non quitte là, c'est pas ça qu'on mange. N'est-ce pas? Donc il reprend sur la question de la panse. Absolument. Hein. Donc en fait, le véritable problème, c'est quoi? Le Cameroun fait partie d'un concert mondial. Et le concert de la globalisation, avec ses principes postmodernes, veut qu'on valorise l'argent plus que tout. Quel qu'en soit le lieu où l'argent, il faut de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe dans des pays où on a peur de la pensée? Absolument. On essaye de tout faire pour clochardiser celui qui peut apporter la lumière. Donc, parce que cette lumière la dérange. Mais en même temps, il y a l'argent à côté. Or, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe qu'on contrôle la pensée. Dans ce terreau-là, on contrôle la pensée. Et en faisant en sorte que cet intellectuel ne puisse pas accéder véritablement à cette réflexion, ne puisse pas illuminer cette réflexion. Donc, la peur, d'abord, on instrumentalise la peur, et l'intellectuel qui, lui, manque de moyens, il est donc coincé dans l'entre-deux. Tantôt, on veut aller du côté du pouvoir parce que, effectivement, le plus fort, on va du côté du plus fort parce qu'on est lâche, parce qu'on est dans un environnement où on ne peut pas s'exprimer. Tantôt, on dit des choses pour lesquelles, quelques minutes après, on se contredit. Donc, nous sommes dans un pétrin, en fait. Absolument. Donc, la contradiction permanente. On peut quand même espérer en sortir. On fera en sortir un jour. Parce que... Non, on va en sortir. Mais on n'est pas dans un pétrin. Je ne suis pas d'accord avec... Oui, mais vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes venu là pour me contredire. Mais je vous dis tout simplement, pour l'heure, on est dans un pétrin. Je ne suis pas dans un pétrin. Je ne vais pas à gauche, tantôt à gauche, tantôt à droite. C'est vous qui avez des choses à vous reprocher peut-être. Mais je pense qu'on est dans un pétrin. On va s'en sortir quand même, professeur Ambroise, comme on va aller de l'avant. Et on peut espérer que les intellectuels camerounais recommenceront à être... Mais je répète que le professeur le collègue, je crois que sa conclusion était parfaite pour moi. Oui. Elle était parfaite. Alors, bien entendu. Mais monsieur Zogo, vous avez caché le véritable problème pour lequel vous nous avez appelé ici. C'était lequel alors? Il y a des intellectuels qui sont incarcérés. Et vous appelez des intellectuels qui parlaient de tout, sauf de ceux-là. Ah bon, c'est les intellectuels qui sont incarcérés, oui, mais vous êtes en train de poser le problème. Vous invitez donc de parler de tout sauf de ceux-là. C'est incarcérés. Oui, mais ils sont là, non? Ah ben, professeur Mononjana. Mais je crois qu'on peut espérer une chose, c'est qu'ils en sortiront. Voilà. Ben, c'est ça. Alors, merci professeur Mononjana. Merci professeur Cécile Dolissane. Merci aussi professeur Ambroise Comme. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant 90 minutes en direct sur le Equinox Télévision. Nous parlions des intellectuels et de leurs contributions pour l'avenir, pour le bien-être du Cameroun. Je vous donne rendez-vous mercredi à nouveau, toujours sur Equinox Télévision. Merci. À bientôt, madame, messieurs.